Montagne en poésie, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Jacquel, qui est autrice de théâtre. On dit auteur ou autrice, Hélène? Moi, je dis autrice plutôt. Nous avons mené depuis le mois de juillet avec vous 2 sessions un peu particulières puisqu'il s'agissait de lire et dire le théâtre en famille dans le cadre du concept scène à partager. Alors, vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Les scènes à partager, c'est une association qui organise à différents endroits en France des lectures donc, qui vont être en général chez les gens ou dans des lieux plus collectifs, avec souvent des familles ou des groupes d'adultes, où on va donc arriver avec un ou plusieurs textes de théâtre contemporain, et de les rendre accessibles à tous, et de dire que le théâtre, c'est pas forcément des acteurs professionnels qui jouent pour un public d'amateurs, mais au contraire, tout le monde peut le porter, le dire, le partager. Ouais. Voilà, alors à la Maison de la Poésie Transjurassienne, nous avons l'habitude de rencontrer pour le théâtre Elisabeth Siré-Fils. Elisabeth, ce concept, il a été imaginé par vous, en quelque sorte, pour faire entendre aussi le fond de la Maison de la Poésie, le fond plus particulièrement de théâtre. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui. Eh bien, ce fonds, il existe donc maintenant depuis plusieurs années, présent sous forme de gros rayonnage dans la Maison de la Poésie, dans la bibliothèque de la Maison de la Poésie de Saint-Quétral. Et c'est toujours, on sent toujours la nécessité de faire connaître, de faire entendre des textes qui sont dans les livres. Voilà. Parce que l'accès aux textes de théâtre reste encore une chose un peu difficile, un peu étrange pour la plupart des gens, et on ne va pas spontanément prendre un livre de théâtre. Donc il faut faire de la médiation, une sorte de médiation, et pour nous, la meilleure médiation, c'est l'oralité. C'est oraliser, rendre audible, faire entendre ces textes qui, en effet, encore plus que, évidemment, qu'un roman, peut-être un peu la poésie aussi dans ce cas-là, mais faire entendre les langues, faire entendre les jeux de répartie entre les personnages, faire entendre les rythmes, faire entendre l'humour, faire entendre le décalage. Et tout ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément accessible comme ça d'entrée pour quelqu'un qui découvre un texte de théâtre. Donc, on mène ici des opérations, dont par exemple ce qu'on a appelé les entrées dans le théâtre, pour favoriser cette approche du texte dans sa matière. Et on a déjà mené pas mal de sessions de lecture à haute voix avec des gens de tous âges. C'est vrai qu'on aime bien l'intergénérationnalité, si on peut dire ça comme ça. On aime bien mélanger les publics, on aime bien mélanger les âges et les habitudes d'approche. Il y a des gens qui ont plus d'habitude, d'autres pas du tout. Et c'est ce mélange qui fait qu'on est dans une dynamique tonique. Sur la première session au mois de juillet, il y avait 14 personnes qui participaient. Sur cette seconde session du mois d'août, qui a permis d'aller plus loin, puisqu'à partir d'un répertoire de textes d'auteurs contemporains au mois de juillet, on est arrivé à vos propres textes, Hélène. Alors, on peut dire déjà que ces textes, c'est Rapide et furieuse et Grenouille, et puis dedans la bouche, qui ont été lus dimanche 27 août à la Maison de la Poésie lors d'une rencontre comme à la maison. Alors cette oralité, Hélène, elle est très présente dans votre écriture. Tout à fait. Je pense que c'est aussi un peu le propre de l'écriture pour le théâtre, c'est qu'on écrit à la fois bien sûr des mots, mais qui sont faits avant tout pour être dits, et on écrit pour des corps et pour des voix. Donc forcément, l'oralité est prégnante dans ces problématiques-là. Mais c'est aussi une manière d'écrire un peu particulière, parce qu'on a de l'oralité qui s'exprime, on va dire, de façon courante. Là, on est dans une recherche d'écriture un peu spécifique qui va faire entendre vraiment la langue.
Tout à fait, il y a une recherche à la fois sur des rythmiques, c'est-à-dire il y a tout un travail sur le fait parfois d'entrechoquer, enfin en tout cas de déplacer les mots qu'on a l'habitude d'entendre, donc c'est souvent un vocabulaire commun bien sûr, mais comment est-ce qu'on va modifier un peu la langue, la tordre, ou au contraire la percuter avec elle-même, pour faire réentendre certains mots ou certaines phrases qu'on finit par ne plus entendre. On utilise le langage très souvent, mais on a essayé avec les textes, donc Rapide et Furieuse et Grenouille ont été coécrits avec deux autres autrices. Et du coup, c'est pour ça que je dis on beaucoup, parce que c'est un travail que je ne fais pas, enfin que je fais seule, mais pas que. Et du coup, il y a cette question toujours, en tout cas dans mon travail et le travail de mes camarades, d'essayer de refaire entendre une langue que des fois on n'entend plus ou on n'écoute plus. Alors justement pour Grenouille, comment s'est déroulée l'écriture? Vous êtes allé chercher une matière un peu plastique, sonore. Racontez-nous. Tout à fait. Du coup, la genèse du texte, on va dire, vient d'une expérience, enfin une performance sonore et d'écriture qui était avec 3 personnes qui sont concepteurs sonores, donc qui travaillent le son, qui font notamment des bandes son spectacles par exemple, qui nous envoyaient, donc à Leila Kassar et moi, qui avons écrit Grenouille, des bandes son, donc ça pouvait être des liens YouTube, des chansons, mettre la radio un peu au hasard, voir ce qui tombait, une station ou une autre. Et à partir de ça, Leila et moi faisions une sorte de cut-up de ce qu'on entendait, ce qui résonnait avec nous. Donc il y a des choses qu'on a laissé passer, et puis d'autres d'un coup, ça nous est pensé à autre chose. Et donc un peu en suivant ce flux de sons, est arrivé un début d'histoire où il y avait des personnages donc de matelas gonflables qui étaient aussi des grenouilles. Il y a une de ces grenouilles qui était percée, qui dérivait sur le lac. Et donc il y avait cette idée déjà du lac, du plastique, et donc on a ensuite eu envie avec Leila de retravailler à partir de cette matière, donc cette chose un peu étrange de dire c'est quoi un corps de plastique. Si on le prend au sérieux, si on se dit d'accord, c'est un personnage, ce serait quoi, qu'est-ce qui peut arriver à des grenouilles gonflables, donc qui soient à la fois des matelas et des personnages. Est-ce que finalement cette démarche, vous parlez vous-même d'écoféminisme, est-ce qu'elle a un lien avec l'écologie? Oui, je pense, comment dire, en tout cas, dans cette idée qui est venue d'abord du goût de la sensation, enfin, en tout cas de la question de la sensorialité, de ce lien qu'on peut avoir au plastique, ne serait-ce que physique, ce que c'est que de toucher du plastique. On s'est dit ensuite, qu'est-ce qu'on veut raconter avec ça, avec cette matière-là. Et donc, dans les préoccupations qu'on a l'une comme l'autre, il y a des questions et de féminisme et d'écologie qui nous habitent et nous remuent au quotidien. Et donc oui, bien sûr que ça y fait écho, mais il y a plusieurs mouvements écoféministes, disons, et ce qui nous intéresse, nous, c'est un féminisme et une écologie qui ne soient pas forcément essentialistes ou figés, de se dire il y a la nature et elle est comme ça, elle a toujours été comme ça. Au contraire, on s'est beaucoup référé notamment à Donna Haraway et son manifeste cyborg, qui parle beaucoup de comment est-ce que ça peut être un mythe, la mythologie du cyborg, donc de l'organisme cybernétique, enfin le mix entre les deux, un corps qui soit à la fois mécanique et organique, et de se dire si on est tous un peu des cyborgs, parce que par exemple je porte des lunettes, donc quelque part c'est un peu une extension de moi, c'est-à-dire que je me sens pas entière si je vois pas, et je peux le voir qu'avec des lunettes, donc je sais déjà pas juste un corps naturel, je suis un corps à lunettes, donc je suis déjà un peu hybride. Il y a cette question, donc on est tous traversés par des machines, par des outils, par des choses comme ça, et nos identités sont en mouvement parce que ces outils-là changent, parce que le monde autour de nous dans lequel on vit, notre environnement change, et donc il y a cette question en tout cas de comment est-ce qu'on peut vivre et avec la nature et avec ces machines, et comment est-ce que tout le monde s'influence, autant la nature que les machines, que nous, on s'entre-influence. Alors Elisabeth, vous travaillez à la Maison de la Poésie sur un nouveau projet qui s'appelle Entrelacement du vivant pour les années 23-24. Est-ce que ce travail d'Hélène Jacquel vient en résonance avec cette thématique? Bien oui, puisque ça interroge la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature et quelle est la nature de la nature? Et donc là, on est vraiment dans... Ce qui est intéressant là, c'est que, comme tu disais, on croise à la fois... on croise la question de la domination, donc et du coup de la liberté, je dirais. Donc
quel chemin on a, quelles possibilités on a aujourd'hui de chercher un chemin, de peut-être trouver un chemin entre justement ce qu'on subit, ce par quoi on est dominé au quotidien et dans les rapports à la nature et à l'environnement aussi, et une liberté. Voilà, on associe souvent la nature à la liberté. Voilà, c'est toutes des grandes questions qui se croisent et s'entrecroisent. Et là, ce qui est vraiment splendide, et il faut bien le noter, c'est qu'en plus d'une écriture donc très ciselée, très acerbe, très sonore, on a un humour, un décalage, un cynisme, on pourrait presque dire, hein, qui nous fait rire de tout ça, quoi. Qui nous fait rire, mais nous interroge vraiment. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est exactement du cynisme, parce qu'il y a aussi une chose un peu... qui peut être très sombre, mais de dire, en fait, on est vivant, donc on va rire. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas, dans ce travail qu'on essaye de faire, de dire, oui, il y a beaucoup de choses terribles qui se passent autour de nous, qui se passent pour nous, mais on a ces forces-là qui sont l'humour et le langage, pour réinventer des choses, créer et essayer d'imaginer peut-être un autre monde, ou en tout cas d'autres possibles dans ce monde-là. Alors, avant d'écouter un extrait de Grenouille, peut-être revenir sur cette question de mutation, d'hybridité. Est-ce qu'elle rentre en référence avec d'autres thématiques que vous abordez dans Entrelacement du vivant? Surtout que l'année dernière, on avait beaucoup travaillé sur l'animal. Donc là, on est plus sur la forêt. Et tout ça va donner, on espère, un panorama et surtout un manifeste, et ça va lever des questions. Voilà. On ne va pas donner de réponse, mais on va lever des questions, peut-être entretenir l'espoir, dire les colères aussi, et avancer un peu, quoi. Vous êtes bien sur Montagne en Poésie, en compagnie de Elisabeth Siréfis, coprésidente de la Maison de la Poésie en charge de la partie théâtrale de la bibliothèque, et de Hélène Jacquel, jeune metteuse en scène et autrice, issue du département écrivaine dramaturge de l'ENSAT, c'est-à-dire l'École nationale supérieure d'art et technique du théâtre à Lyon. Pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter un extrait de Grenouille, copyright, coécrit entre Hélène Jacquel et Laïla Kassar, dont de larges extraits ont par ailleurs été sélectionnés par le comité de lecture Jeunes Textes en Liberté et publiés en 2020 dans la revue La Récolte. Alors, Grenouille Copyright se déroule dans un parc de loisirs autour d'un lac artificiel où travaillent des grenouilles gonflables Copyright automatiques construites à partir des déchets du parc de loisirs précédent. On y observe comment se construisent les rapports entre les humains et les grenouilles Copyright et comment se bâtit progressivement une forte fascination, un imaginaire érotique autour de ces créatures de plastique. Mais un jour, il y a un accident de crevaison. À partir de là, se produit un bug dans les grenouilles Copyright. Elles se mettent à muter, puis saccagent le parc et y mènent une véritable révolution. On écoute. Au commencement était Adam et le terrain. Adam acheta le terrain. Le terrain était vague et vide. Il était marécageux et des moustiques infestaient la surface des flaques. Les bottes d'Adam pataugeaient dans l'eau. Et Adam dit : que les eaux qui recouvrent le terrain se regroupent en un seul lieu. Et les eaux se regroupèrent en une seule étendue d'eau. Adam vit que cela était beau, et il appela cela lac artificiel. Apparition du lac artificiel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et puis Adam dit : Que la terre autour du lac artificiel soit sèche. Adam vit que cela était bon, et il appela cela les rives. Apparition des rives. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour, et Adam dit :
que soit une infinité de luminaires pour dominer sur la nuit et sur le jour. Adam vit que cela était bon, et ainsi ce fut le dernier jour, puisqu'il n'y eut plus jamais de nuit. Apparition des luminaires. Et Adam dit, Que les eaux soient de couleur azur, que les baigneurs soient nombreux et qu'ils consomment beaucoup sur les rives du lac artificiel. Et les baigneurs consommèrent beaucoup. Ils achetèrent de très grandes quantités de bouteilles d'eau, de petits pots de glace, de sachets de chips. Ils consommèrent tellement que rapidement le lac fut couvert de plastique. Les morceaux de plastique de couleurs et de tailles diverses devinrent un îlot sur le lac jusqu'à réduire sa taille de moitié, puis à le recouvrir entièrement. À perte de vue, le lac artificiel brillait de 1000 feux plastifiés. Ainsi, les humains ne purent plus se baigner. Ils cessèrent d'acheter des glaces hors de prix, et l'économie du lac artificiel s'effondra. Adam vit que cela n'était pas bon, et il se dit qu'il fallait faire quelque chose avant la dégénérescence complète de la situation. Il dit, Que soit la grenouille gonflable copyright 100% recyclée, à l'image de la grenouille sur le lac, et qu'elle obéisse aux humains sur la terre, aux humains sur le lac, et aux humains qu'elle pourra rencontrer dans tout autre cas de figure non mentionné ci-dessus. Adam prit brique de jus d'orange, sachet de teinture pour cheveux, barquette de frites, film plastique pour sandwich, tondeuse de gazon, aspirateur, poignée de porte, prothèse de hanche, chaussures et ballon de plage. Et avec tout cela, Adam fit la grenouille gonflable, copyright à son usage. Bruit de gonfleur. Scène de la création de la grenouille. Et Adam dit, De cette étendue plastique, je te fais une peau. et il vit que cela était pratique. Rapidement, le lac fut déblayé, les débris remplacés par de jolies grenouilles gonflables, copyright flottant au soleil, égayant le lac artificiel de leur sourire. Après cet extrait de la première scène, beaucoup plus loin dans la pièce, nous allons découvrir que les relations entre les clients et les grenouilles, au départ faites de fascination, deviennent de plus en plus étranges jusqu'à se déglinguer complètement. Ivy retrouve Vicky. Vicky, oui, j'ai fait un problème avec moi. qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de la peur dans une cliente et j'ai des... Qu'est-ce qui te prend? Je ne sais pas. Mais j'ai fait de la peur dans la cliente. Qu'est-ce que c'est? Elle hoquette de plus en plus fort. Oh là là, tu dysfonctionnes. Elle hoquette. Vicky rit. Arrête ça, arrête-moi. Et je ne sais pas comment faire. Vicky se met à pleurer. Elle sanglote aussi. Ça fait rire Ivy. Suite de pleurs, suite de rire. C'est quoi cette chose dedans? Ça fait n'importe quoi. Toi aussi, tu sens quelque chose dedans? C'est quelque chose dans la gorge. Dans le ventre? Oui, dans le ventre aussi. Tu crois que c'est grave? Est-ce qu'on va être désactivé? C'est comme cela que nous avons commencé à comprendre. Qu'il y avait une chose tout à fait anormale. Qu'à l'intérieur de nous, quelque chose d'étrange était en arrivée. Nos composants internes se transformaient. Se déplaçait. Mais nous n'étions pas capables de le nommer encore. Nous avions une absence de mots pour le dire. Absence d'idée de quoi nos entrailles étaient faites. Absence d'indice de ce qui agitait nos organes. Vicky au stand avec Elodie. Vous reprendrez bien un peu de glace à la crème de marron. Oh oui. Vous pouvez vous installer où bon vous semble. Je vous l'apporte tout de suite. Vicky prépare la glace pendant qu'Elodie s'installe. Vicky s'approche d'Elodie. Quelque chose vrille.
Vicky se met à lui faire manger des glaces de force. Elle la maintient au transat avec une poigne surprenante. Le citron et la crème de marron coulent sur les commissures de ses lèvres et envahissent son torse. Elle hoquette, étouffe, régurgite comme un nourrisson. Puis elle meurt. Toutes les grenouilles se retournent vers Vicky. Vicky a dysfonctionné. Vicky a dysfonctionnement très grand. Le client dysfonctionne grand, très grand. Grand dysfonctionnement. Dans moi aussi, il y a. Oui, dedans il y a une chose, des choses, ça grouille. Frémit. Dans le ventre, ça se répand. Des boules prêtes à exploser. C'est quoi, c'est Comme si je suis plusieurs. Je peux sentir autre. montant, vague de pensée en fusion. J'ai de la pensée au ventre. Pensée et ses dents raclantes. Bouche hurlante, beuglante, pensante. Organes palpitants. Dedans, il y a mutation, explosion. Chaque chose prend une voix. Chaque chose dedans prend vie propre. Il y a choses qui gonflent, enflent, bulbes. Et chose qui durcit, mincit, densifie. Choses qui mollissent, aplatissent, adoucissent. Chose qui crève, explose, dégénère. Attendez, je dois... Quelque chose arrive à ma pensée. Quelque chose advient en même temps. Quelque chose se débloque. J'ai quelque chose à dire. Si production de grands dysfonctionnements, alors il faut aller au centre. Avec nos grands sourires de douces et agréables grenouilles, par dizaines, nous sommes rentrés. Les contrôleurs et les contrôleuses du centre ont amené chacune d'entre nous vers les tables de maintenant. Et avec les habituels grands sourires doux et agréables, nous nous sommes allongés sur les tables. Les humains et les humaines de contrôle se sont approchés pour regarder à l'intérieur de nos corps en détraquement. Avec les outils pour notre ouverture. Et simultanément, nous nous sommes emparés des poignets des contrôlants. Simultanément, nous avons saisi dans leurs mains leurs outils. Et avec chacune un tournevis dans la main. Simultanément, nous les avons plantés dans les crânes d'humains. Au-dedans de nos ventres, pleins d'eau et d'algues et de cartes de mémoire et de chair. Tout s'est reconfiguré. Recomposés. Nous avons démonté et croqué leurs machines. Puis nous les avons ingurgités. Et nous avons scié les membres d'humains. Et nous avons découpé les corps. Et nous avons pris les cœurs et les foies et les reins. Et nous les avons ingurgités. Et nous avons pris les morceaux des humains découpés. Les boutures d'humains. Moi une main, Moi une épaule, Un genou. un tournevis. Une scie sauteuse. nous les avons placés, vissés, soudés, agrégés, suturés à nos propres corps. Debbie, Evie et Vicky apparaissent mutées, difformes, terrifiantes. Elles portent des instruments, des morceaux du centre transformés en armes. Debbie change tous les paramètres du parc via la tablette. Lumière, musique, météo, déferlement de glace, menthe, chocolat, avalanche de pop-corn. Ellie s'approche des grenouilles sortant du centre. Elle tient un piquet de tente à la main. Danger. Grenouille copyright dysfonctionnelle. Grenouille copyright, déposez vos objets au sol. Nous ne sommes pas de danger, pas pour toi. Grenouille copyright, procédez à une mise à jour immédiatement ou la reconfiguration complète sera nécessaire. Ellie tombe sur le côté, s'immobilise. Ellie, qu'est-ce qui arrive à son corps? Quoi? J'ai désactivé, je crois que j'ai désactivé. Son corps? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec son corps? Silence. Il y a idée. Evie touche Ellie. Elle commence à faire une entaille dans sa peau. Qu'est-ce qu'elle fait? Evie, pourquoi tu fais des choses à la peau d'Ellie? Evie leur fait signe de se taire. Elle tire des fils de l'intérieur de la peau d'Ellie. C'est quoi ça? Il y a ça au-dedans de nous? Evie tendant la main à la manière d'un médecin urgentiste. Algues. Hésitation. Vicky lui amène les algues. Debbie s'assoit de son côté en soufflant. Ramener chose de corps vivant. Quoi? Chose de corps vivant.
ramène cheveux de client ou mains de client et herbes, poissons du lac. Vicky lui ramène des choses biologiques. Ivy remplit, tapote pour fourrer tous les objets à l'intérieur. Ferme, bruit de zip. Voilà, réactive. Debbie prend la tablette, appuie, Ellie redémarre. Bonjour, je suis Ellie. Je suis fin de peur. Je suis fin de système. Quoi? Tout paramètre modifié. Maintenant, elle est aussi corps qui fonctionne à l'envers. Ellie est en train de muter. Des bulbes grossissent sur ses avant-bras, sur ses cuisses, sur son ventre, sur son dos, sur ses joues et semblent sur le point d'exploser. Ils s'agitent sur place, deviennent des corps de grenouilles à une vitesse phénoménale. Cricket et Robbie émergent de ces formes inquiétantes. Leurs corps paraissent à la croisée de différentes espèces animales. Elles ne sourient pas, elles ne sont pas gracieuses, pas sympathiques. Elles explorent leur environnement avec curiosité et détermination. Les autres grenouilles les regardent intriguées. Cricket et Robbie s'approchent d'elles en cliquetant. Elles les palpent, leur touchent le visage, les mains, découvrent les autres corps. Bienvenue, petit corps, sorti de mon corps. Ton corps s'appellera Cricket. Cricket cliquette de joie. Et ton corps à toi, Robbie. Vous êtes belle. Montagne en poésie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour la suite du programme Entrelacement du vivant. À bientôt sur Montagne en poésie et d'ici là, restez curieux.